Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du 24-42. Nous sommes le lundi 24 novembre. Voici les titres de cette édition. Les Verts, derniers du championnat de France de Ligue 1, ils se sont inclinés samedi soir 1-0 face à Nice. Les associations partenaires des écoles sont elles aussi en colère contre l'éducation nationale. Elles dénoncent de trop grandes restrictions budgétaires. Et puis je recevrai Régis Joannico, le nouveau secrétaire fédéral du PS Loire, nous dira comment il vit son élection, mais aussi cette période de crise dans les hautes sphères du Parti socialiste. Les Verts continuent leur dégringolade au bas du classement. Samedi soir, la SSE a subi sa 11e défaite de la saison face à Nice au stade Geoffroy Guichard. C'est la 7e défaite consécutive pour les Stéphanois. Sous la neige et avec beaucoup d'absents, les joueurs d'Alain Perrin ne sont pas parvenus à faire la différence face à une équipe niçoise qui a su profiter de l'une des rares occasions du match. À la 20e minute de jeu, Etchouavni danse Varro à la réception d'un corner et ouvre le score pour les Aiglons. La SSE domine la rencontre, mais les erreurs restent trop nombreuses, comme Gomis par exemple se montre maladroit à plusieurs reprises. Le gardien niçois sera sollicité en fin de match, mais avec l'aide du poteau, il parvient à conserver l'avantage au score. Résultat donc 1-0 pour Nice. La SSE devient la lanterne rouge de Ligue 1, mais Alain Perrin, le nouvel entraîneur vert, veut rester confiant. Il est interrogé par nos confrères de la SSE TV. Le classement, il vient d'une accumulation de résultats, le résultat de performance. Malheureusement, ce soir, je crois qu'il n'y avait pas adéquation entre la performance et le résultat, et on méritait nettement mieux. Donc, c'est quand même de bonne augure pour l'avenir. Si ce match-là était arrivé lorsqu'on était un peu plus confortable, ça serait moins dramatique. Là, c'est dans une spirale, dans une mauvaise période. Mais moi, j'ai bien aimé justement, compte tenu du contexte, l'attitude des joueurs qui savent faire abstraction de la situation pour développer un bon jeu, pour pouvoir avoir des convictions. Et je pense qu'ils seront récompensés très bientôt. Je vous propose à présent d'écouter l'entraîneur niçois, Frédéric Antonetti, qui n'est autre qu'un ancien entraîneur de la SSE. Il avait été limogé, souvenez-vous, après la montée des Verts en Ligue 1. Voici sa réaction. C'est pas mon problème. Je veux dire, moi je suis accablé de voir ce club avec un potentiel. Je dirais que je le qualifierais de potentiel équivalent celui de Bordeaux. Ouais, bon, est-ce que Saint-Étienne c'est Bordeaux? Voilà. Mais vous dites jamais la vérité. Vous êtes toujours à côté. Bon, je sais que il y en a qui mangent, on va dire. Donc, et être indépendant, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis indépendant. Aujourd'hui a lieu la séance publique du Conseil général de la Loire à Saint-Étienne. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels les ajustements budgétaires, les transports et les actions liées aux dernières inondations. Céline Garcia y a passé sa journée. À l'ordre du jour ce lundi, plusieurs thèmes comme l'évaluation des pôles de compétitivité du département ou les subventions pour les associations agricoles. Si certains points sont validés, d'autres ont fait débat, comme notamment la modification du règlement des aides à l'investissement pour les établissements hébergeant des personnes âgées. Autre point sensible, la convention de partenariat de soutien au fonctionnement de l'aéroport de Saint-Étienne, avec un crédit de paiement complémentaire de 55 000 €. Une commission de réflexion sera prochainement créée pour traiter de ce cas. Suite aux récentes inondations, le Conseil général a dressé un bilan avec déjà 2 millions d'euros de dépenses supplémentaires avec le financement à 50% du travail des pompiers ainsi que 100% de l'aménagement des routes. Avec de telles dépenses, le Conseil statuera dans 4 jours des ajustements budgétaires pour 2009. Nous allons débattre un petit peu sur les propositions que fait l'exécutif. Bon, les propositions, elles sont simples, c'est d'essayer dans cette période de crise où nous avons pour la première fois un budget qui va en diminution au niveau des recettes, essayer d'augmenter le moins possible la fiscalité, essayer de maintenir des investissements, essayer de maintenir l'aide aux communes et surtout essayer de continuer à s'occuper de toutes nos compétences, à savoir le social, les scolaires et les routes. Surtout celles-là, enfin bien entendu avec toutes les autres. Les enseignants ne sont pas les seuls à critiquer le ministère de l'Éducation nationale. Les associations complémentaires de l'école publique sont également touchées par les restrictions budgétaires. Ces dernières organisent de multiples activités éducatives tout au long de l'année. Et ce matin, elles étaient réunies dans les locaux de l'Office central de la coopération à l'école de Saint-Étienne. Le point signé Aurélien Huard.
Elles sont 8 associations ligériennes agréées par le ministère de l'Éducation nationale. 8 associations qui organisent de multiples projets éducatifs en partenariat avec le monde scolaire et qui s'indignent du traitement qui leur est imposé par le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos. 25% de l'aide financière vient d'être supprimée sans délai de prévenance alors que la quasi-totalité des projets ont été engagés lors de la rentrée de septembre. Une décision qui remet en cause une convention triannuelle qui visait à apporter la sécurité du financement. En 2008, ce sont près de 100 000 € qui sont retirés aux organismes ligériens, une réduction qui devrait s'accentuer dans les années suivantes. Le ministre a annoncé la suppression du financement de plusieurs centaines de postes d'enseignants détachés chargés d'encadrer des activités éducatives. Dans la Loire, cela représente près de 50 postes en moins pour la seule année 2008. Les associations complémentaires de l'école publique sont donc unies dans la bataille. Plusieurs rencontres et tables rondes sont prévues dans les prochains jours. L'objectif est d'informer le plus grand nombre de personnes de leur situation et de leurs craintes. Le message que nous voulons passer, c'est qu'il y a l'école, mais qu'il y a tous les temps à côté de l'école et que ces temps qui sont animés par nos 8 associations pour l'instant, risquent d'être confiés, sans doute par appel d'offres, à des officines commerciales qui n'auront pas les mêmes valeurs sous-tenantes à notre action, à savoir laïcité et solidarité. Et pour en savoir plus sur le rôle de ces associations éducatives et sur les problèmes qu'elles rencontrent, vous pouvez vous rendre à cette adresse internet www.pourleducation.fr. Le trafic est peu perturbé aujourd'hui à la SNCF. Dans la Loire, seul le syndicat Sudrail a entamé un mouvement de grève hier à 20 h. On a compté donc 58 TER entre Lyon et Saint-Étienne aujourd'hui et seulement 17 entre Saint-Étienne et Roanne. Le détail du trafic est à consulter sur le site internet de la SNCF, www.sncf.com. Mouvement de grogne toujours, il concerne cette fois-ci les postiers. Ils se sont rassemblés samedi devant la Grand Poste de Saint-Étienne pour contester une fois de plus contre l'ouverture du capital qui pourrait conduire à la privatisation de l'établissement. Les manifestants craignent la fermeture de certains bureaux et une remise en cause de la distribution du courrier 6 jours sur 7. Le cortège s'est ensuite rendu jusqu'à la préfecture pour y déposer une motion. Les précisions de Jean-Michel Gourgaud, secrétaire général de la CGT, au micro de Céline Ercia. En général, les bagarres se mènent toujours sur le long terme, donc c'est une étape de plus. À chaque jour suffit sa peine et puis demain nous verrons ce que nous allons faire. Mais aujourd'hui c'est une première étape qui je pense est très conséquente. On refuse totalement cette ouverture de capital parce que la Poste est une entreprise qui fonctionne bien, qui a les moyens de vivre et qu'on veut effectivement que l'argent qui rentre à la Poste serve au développement et ne soit pas reversé sous forme de dividendes aux actionnaires. Et puis toujours à la Poste, sachez que 15 000 pièces d'or de 100 € sont en vente depuis aujourd'hui dans les 1000 premiers guichets français. 8 bureaux sont concernés dans la Loire, dont celui de Saint-Étienne-Foriel qui s'est vu attribuer 15 exemplaires. Ces pièces en or s'inscrivent dans la lignée des pièces en argent de 5 et 15 € lancées en septembre dernier, avec néanmoins une évolution. Elle concerne la position du soleil et celle du bras de la semeuse. Seul problème, il est impossible de se les procurer. Les collectionneurs semblent avoir pris d'assaut les guichets. Les précisions de Michel Bertrand, directeur de la Poste Foriel de Saint-Étienne. Les 15 ont été réservés dès le premier jour de souscription, dès le premier jour de pré-réservation, c'était le 1er septembre. Je crois que c'est surtout le fait de la rareté, quelque chose qui est rare, on aime se le procurer. Et puis c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc c'est un peu pour faire profiter ses enfants, ses petits-enfants et sa famille. C'est quelque chose qui est ancré, quoi. Les pièces d'or, c'est quelque chose qui a une valeur sentimentale et personnel, quoi. Il a été élu avec 73,22% des voix jeudi dernier et contrairement à ses camarades du Parti Socialiste, cette élection n'a engendré aucune contestation. Député de la Loire et conseiller général, Régis Joannico est désormais également secrétaire fédéral du PS Loire. Régis Joannico, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous succédez donc à Jean-Paul Chartrand à la tête du Parti Socialiste de la Loire. Que représente cette nouvelle fonction pour vous ? Tout d'abord, c'est une grande satisfaction. Vous l'avez dit, j'ai été élu avec 73% des voix par les militants socialistes ligériens. Et donc, tout en étant satisfait, je mesure ce que sont aujourd'hui mes responsabilités collectives. Et donc, il va falloir maintenant se mettre au travail et mettre au travail une nouvelle équipe dans ce département. Quelles seront vos priorités pour la Loire ? Tout d'abord,
et je m'étais engagé auprès des militants socialistes ligériens, c'est de rassembler toutes les sensibilités, toute la diversité du Parti socialiste. J'espère qu'on sera capable de le faire aussi sur le plan national dans les jours qui viennent. Je m'étais engagé effectivement à faire une équipe à la fois renouvelée, sur le plan générationnel, avec de nouvelles têtes, mais aussi Vous voulez rajeunir un petit peu le Parti socialiste ? Oui, mais aussi avoir de l'expérience, c'est-à-dire on a beaucoup d'élus maintenant dans la Loire, et je pense qu'il faut à la fois renouveler, mais aussi s'appuyer sur notre expérience. Et puis, ce que j'ai envie de faire ici dans la Loire, c'est surtout avoir un programme de travail sur 3 ans, sur les 3 prochaines années, en particulier pour préparer les élections, mais surtout avoir un Parti socialiste qui sera en campagne permanente, c'est-à-dire sur le terrain, un Parti socialiste qui soit visible, qui se fasse entendre, et puis surtout qui soit aux côtés des Ligériens dans leurs problèmes du quotidien. On en a cité quelques-uns ce soir dans l'actualité, la privatisation de la Poste, l'éducation nationale. Vous étiez d'ailleurs présent lors de ces manifestations. Nous étions de nombreux élus et militants présents samedi sur la manifestation à Saint-Étienne, mais nous étions aussi présents à la manifestation sur l'éducation nationale jeudi aussi, aux côtés des enseignants et des personnels de l'éducation nationale. Donc je souhaite que le Parti socialiste soit visible, soit aux côtés des Ligériens dans leurs problèmes quotidiens. Est-ce que c'est un véritable besoin? Parce qu'on a parlé de vagues roses, notamment aux dernières élections municipales dans la Loire. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous implanter encore plus? Oui, non seulement il faut s'implanter là où nous ne sommes pas présents, c'est-à-dire le Parti socialiste, il y a encore des territoires dans la Loire où nous sommes absents. Donc moi je compte à la fois faire des campagnes d'adhésion et puis créer des structures du Parti socialiste dans ces territoires où nous ne sommes pas encore présents. Mais surtout, ce que je veux, c'est qu'il y ait un travail d'équipe. On a beaucoup d'élus suite au municipal. Nous avons gagné les 5 plus grandes villes de la Loire pour la gauche. Non, je veux que ces élus-là, mais aussi les parlementaires socialistes, les conseillers régionaux, les conseillers généraux socialistes et les élus dans les communes dialoguent et parlent d'une même voix, notamment sur les dossiers d'intérêt départementaux. Pensez-vous réussir à faire tout cela, vous qui êtes déjà député de la Loire, également conseiller général? Vous avez un emploi du temps bien chargé, j'imagine. Bien sûr. Ce n'est pas un peu ambitieux tout ça? Mais en même temps, je propose de changer méthode. C'est-à-dire qu'on aura vraiment un travail collectif, un travail d'équipe, où je vais beaucoup déléguer, notamment à ces jeunes dirigeants qui feront partie du secrétariat fédéral. Et puis, je pense que ma position, à la fois d'élu national, c'est-à-dire de parlementaire, présent à l'Assemblée nationale, et puis aussi de conseiller général, c'est-à-dire au contact des dossiers locaux, va permettre de bien pouvoir échanger et faire ce travail de dialogue avec les autres élus socialistes. Parler du PS aujourd'hui, c'est forcément, surtout en ces moments, parler du poste de secrétaire général. Martine Aubry et Ségolène Royal se disputent justement ce poste. Êtes-vous favorable à un second tour? Non, je ne suis pas pour que les socialistes revotent. Le cinéma a assez duré. C'est parce que ça vous arrange bien, vous qui soutenez Martine Aubry? Non, c'est pas une question de parti pris. Moi, je suis maintenant premier secrétaire fédéral dans la Loire, donc je pense et j'essaye de parler au nom de tous les militants de base, au nom de tous les élus qui en ont assez de l'image que nous sommes en train de renvoyer collectivement aujourd'hui à nos concitoyens. Et justement, est-ce que le PS Loire n'est pas aussi divisé, notamment Maurice Vincent qui lui soutenait plutôt la motion de Bertrand Delanoë, vous-même vous étiez plutôt un pro Benoît Hamon, vous avez soutenu sa motion, Jean-Jacques Ayrault plus largement au niveau de la région soutenait lui Ségolène Royal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des divisions chez nous? Chacun a sa sensibilité, mais à un moment donné, et je pense que le moment est venu, et j'espère que demain soir les choses seront tranchées définitivement en ce qui concerne la responsabilité nationale. Il faut savoir se rassembler, il faut savoir faire preuve d'unité, et qu'à un moment donné le Parti socialiste dise voilà, c'est terminé, notre congrès est terminé. Nos équipes, nous les mettons en place et de nouveau, nous nous tournons vers les Français. C'est ça ce que les Français attendent. C'est que le Parti socialiste joue son rôle de force d'opposition, de construction et de nouveau se remettre au travail, tout simplement. Régis Juanico, êtes-vous plutôt effectivement pro-Martine Aubry ou plutôt anti-Ségolène Royal? Non, je ne suis pas anti quelque chose ou quelqu'un. Simplement... Est-ce que vous ne votez pas pour Martine Aubry par défaut finalement? Non, moi j'ai défendu avec conviction la candidature de Benoît Hamon. Je rappelle quand même que dans ce département, lors des votes des motions le 6 novembre, nous sommes arrivés largement en tête avec 40% des voix. Lors du premier tour, jeudi dernier, pour l'élection du premier secrétaire national, Benoît Hamon a obtenu aussi 40% des voix dans le département. Et l'essentiel des militants qui avaient voté pour Benoît Hamon se sont reportés naturellement sur Martine Aubry, mais sur des options
d'un parti socialiste qui soit ancré à gauche et qui en même temps soit un parti socialiste qui offre de nouvelles têtes et aussi un changement. Donc c'est cette ligne-là sur laquelle nous continuerons à nous battre, notamment aux côtés de Benoît Hamon, mais aussi de Martine Aubry, dont j'espère qu'elle pourra être confirmée demain par le Conseil national. Régis Juanico, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Sport à présent avec le Hockey Club forésien qui a fêté ses 20 ans ce week-end. Plusieurs matchs ont été organisés au gymnase municipal de Montbrison. Parmi les rencontres plébiscitées, celle opposant les parents aux enfants. Céline Ercia y a assisté pour nous. Premier coup de sifflet, le match parents contre enfants peut enfin débuter. Un événement qui se déroule chaque année dans le but de faire connaître aux parents néophytes le sport que pratique leur enfant. Le hockey en salle, la version hivernale du hockey sur gazon, un sport encore méconnu dans notre département qui semble être apprécié des parents. C'est un jeu d'équipe déjà, donc c'est agréable. C'est un jeu qui est peu courant en France, donc je trouve que c'est un autre atout. C'est pas un jeu violent. Il faut vraiment jouer ensemble pour que ce soit positif. Voilà, et puis bon, je sais pas, je trouve que ça me plaît bien. Le match est l'occasion pour les jeunes licenciés de montrer leur talent à leurs parents. Se jouant habituellement 6 contre 6, ici, les règles ont été un peu changées pour laisser toutes les chances aux parents. C'est amusant, c'est parce que là, on respecte un peu moins bien les règles du hockey. On n'est pas, c'est pas pareil parce que les parents ils savent pas bien jouer. Contrairement, nous on sait mieux jouer qu'eux parce que nous on s'entraîne. Malgré les apparences ludiques, les jeunes mettent tout leur cœur dans ce match. Le moyen de dominer peut-être pour une fois l'autorité parentale. C'est vrai qu'au niveau des enfants, ils ont envie de gagner particulièrement. Les parents, c'est pas leur objectif, ils sont surtout là pour s'amuser. Et c'est vrai qu'au niveau de l'arbitrage, on a tendance à favoriser les parents, forcément. Avec ce petit coup de pouce, l'équipe des parents sauve l'honneur et égalise à 15 secondes de la fin du match. Avec 40 licenciés à Montbrison et une vingtaine à Saint-Étienne, le hockey en salle semble se faire une place dans notre département. On se quitte comme chaque soir avec des images de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne. Zoom ce soir sur le festival Off et plus précisément l'exposition à Bartassailles qui se tient au site Tréfilerie de Saint-Étienne, une exposition consacrée aux objets ménagers, des images de François Agnel. Voilà, cette édition s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouvez Aurélie Huard à la présentation du 24-42. Excellente soirée sur TL7. Bonjour, bonsoir, bienvenue et pour le